cas d'amour. Podcast. Vous avez compris que nous avons structuré ce podcast autour de l'alimentation en vous proposant des encas et désormais des buffets. Ce premier buffet concerne l'amour romantique et est composé de 2 plats. Plat numéro 1, notre définition de l'amour romantique. Ce plat vous réserve une lecture controversée de notre part de cette problématique centrale dans nos relations amoureuses. Déconstruction et reconstruction des gestes amoureux au menu. Estomac délicat, s'abstenir. Bonne dégustation. Dans l'article qu'on a trouvé sur comment apprendre à être romantique en amour, on a hésité entre le rire et le désespoir à la lecture du titre. Et c'est un article de Santé Magazine. Voilà. Donc, je pense qu'on va lire des extraits pour essayer de démonter tout un tas de croyances et valeurs, justement, qui font tellement souffrir. Qui peuvent donner beaucoup de plaisir et qui font aussi beaucoup souffrir. En fait, le sujet de ce podcast, il peut même être un peu polémique parce que il correspond à la réalité et à ce qu'on appelle l'amatonormativité, c'est-à-dire que ça correspond à la norme amoureuse de notre société contemporaine. Et on a dans le podcast, en tout cas, on a envie de pouvoir lire avec lucidité ce que peut être l'amour romantique et ses conséquences à la fois sur les relations et sur aussi la santé, puisque on s'est rendu compte qu'il y avait des conséquences aussi sur la santé. On prendra un exemple notamment avec le célèbre syndrome du cœur brisé qu'on pourra aborder pour illustrer notre propos. Donc, cette définition qu'on a nommée l'ensemble des croyances et valeurs, on parle bien donc de croyances et de valeurs. On n'est pas sur des réalités scientifiques, mais plutôt une façon d'aborder les liens amoureux ou les liens affectifs entre êtres humains. Oui, et aussi, ça nous permet de comprendre que tout cela est construit et que la façon dont on aime aujourd'hui, avec des croyances et des valeurs, et donc des idéaux et des injonctions, elle est extrêmement récente et située aussi dans l'espace, c'est-à-dire que c'est la façon d'aimer dans la société occidentale depuis 200 ans, 300, pas plus. Avant, c'était un peu différent. On n'attendait pas tout ce qu'on attend aujourd'hui d'une seule personne et du mariage. On se mariait pour des raisons de survie ou de préservation du patrimoine. On n'attendait pas que l'autre, il vienne nous apporter à la fois la stabilité, la nouveauté, le désir. C'est quand même des attentes assez contradictoires. Qu'une seule personne vienne combler tous nos besoins, qu'elle soit notre moitié, âme sœur, c'est presque délirant si on y pense. Bon, après, si on regarde historiquement les histoires amoureuses qui sont décrites dans des opéras, dans des livres, on pense à Roméo et Juliette, on pense à un certain nombre d'œuvres où on célèbre quelque part l'amour romantique comme étant une façon dégagée de toute règle, presque toute règle morale, puisque typiquement Roméo et Juliette, on se dégage de toute règle morale. Ça date quand même un petit peu. Est-ce que ça serait lié à une évolution est-ce que c'est quelque chose qui je sais pas comment nommer ça, mais est-ce que ça serait lié au fait qu'on soit dans une société confortable? Est-ce que, par exemple, c'est pas venu aussi avec la société industrielle qui nous offre une forme de confort? Et tu parlais de sécurité tout à l'heure dans le fait de se marier entre nous. Bon, on se marie entre nous. Tu parlais de se marier et que le mariage, en fait, il apportait sécurité au patrimoine, sauvegarde du patrimoine. Est-ce que le fait que
on soit dans une société plus confortable, on est plus enclin à plonger dans l'amour romantique. Je pense, oui, 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 oui. Oui, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont résolues, réglées, et du coup, on se met à attendre plus de la relation. Mm. Et il y a des nouvelles injonctions qui surgissent. Mm. Donc, oui, 18e siècle, il commence à y avoir des textes autour de cette notion d'amour romantique, mais ce n'était pas articulé au mariage ou au fait de se mettre en couple. C'était des choses qu'on pouvait ressentir, etc. Roméo et Juliette, c'est deux adolescents, c'est une histoire qui dure 3 jours et qui se termine par la mort. Des deux, donc bon, moi ça me fait pas trop rêver, et c'était pas articulé aux attentes de couple encore, et je pense que c'est maintenant que ça s'articule depuis 200, 300 ans. Ouais, mais il y a une forme, et c'est assez étonnant parce que moi je suis allé voir le balcon, le célèbre balcon de Roméo et Juliette, hein, donc avec tout le commerce qu'il y a aussi autour de ça, hein, dans les stands qu'il peut y avoir autour de cette maison, et les files d'attente pour aller voir ce balcon qui célèbre l'amour romantique. Mais après, on peut aller plus loin sur tous les sujets, des cadenas sur les ponts de Paris, Oui. ce qu'on appelle les dîners aux chandelles, la galanterie à son plus au point. Ben, c'est là où il faut vraiment faire la part des choses. Moi, j'aime bien Brigitte Vassage, qui est une philosophe catalane et galicienne. Et là, cette double appartenance. Et elle fait la différence entre ce qu'elle appelle l'amour romantique. Elle parle plutôt d'amour Disney. Et elle dit que c'est cet amour prêt-à-porter, véhiculé par les films de Disney, par les publicités, par toute notre société, et qu'elle a envie de sauver dans tout ça les gestes de tendresse ou d'expression d'un amour sincère et véritable qu'il peut y avoir dans une relation. Et je dis exprès dans une relation et pas dans un couple. Donc tu veux dire que ce qu'elle exprime, c'est quelque part que l'amour romantique empêcherait l'expression d'une certaine tendresse simple entre deux personnes qui peuvent s'aimer, c'est ça? Non, je pense qu'elle dit plutôt qu'il y a quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, qui fait partie de la tendresse d'une relation, de l'expression de l'amour dans une relation, et que ça a été récupéré un peu par le système hétéro, cis, patriarcal, capitaliste, etc. Et on nous fait croire que le romantisme, c'est cela, et que ça prend une forme très marchande et très stéréotypée. C'est ce que tu racontes des ponts, du balcon, de ce qui serait romantique ou pas par rapport à des codes, des protocoles, etc. Et que si on déconstruit tout ça et que nous, par exemple, dans notre relation, on trouve d'autres choses que nous, on trouve romantiques, pourquoi ça pourrait pas prendre une autre forme? Parce qu'il y a le risque aussi de rentrer dans quelque chose d'un rejet absolu. Et puis après, si j'ai une envie de te dessiner un petit cœur en partant le matin et de le mettre à côté de ton café, il n'y a pas de mal à ça. Il ne faut pas tout mélanger. Oui. Donc tu veux distinguer ce qui est du geste romantique dans une relation, tu veux le distinguer de ce qu'est l'amour romantique comme norme amoureuse qui conditionne tout, c'est-à-dire tant qu'il y a ce petit cœur à côté du café, ça veut dire qu'il y a de l'amour, et quand il y a plus d'amour. C'est tout blanc ou tout noir, grosso modo, c'est ça, c'est ce qui permet de se dire je suis amoureux, on peut continuer à faire quelque chose ensemble, je suis plus amoureux, hop, on s'arrête, on fait autre chose. Oui, c'est très codé, et puis... On peut plus se permettre d'avoir une autre relation, une relation qui évolue vers de la tendresse et avec toujours des gestes romantiques, pourquoi pas, mais qui a plus cet amour romantique passionnel, quelque part. Oui, et puis se dégager un peu des symboles. Par exemple, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a offert une bague de fiançailles ou de mariage que quelque chose de l'amour est garanti et capturé là.
Mmh. Parce qu'il y a à la fois, quand on parle d'amour romantique, il y a à la fois une attente, une promesse de stabilité, parce qu'il y a un idéal d'éternité, et en même temps, il faut que ce soit toujours la nouveauté, le désir fou, etc. Et puis, cet appel aussi à la folie, moi je trouve ça très dangereux. Dans l'article on s'amusait un peu tout à l'heure, cet article qui s'appelle Comment apprendre à être romantique en amour. L'article parle de laisser à l'amour sa part de rêve et de folie. Transcender le quotidien et faire de la vie une éternelle fête. Comment on peut attendre faire de la vie une éternelle fête et puis que ça passe aussi par l'engagement, l'amour de quelqu'un d'autre. Si on part de là, c'est l'échec garanti. On peut construire quelque chose dans la durée, je ne dis pas que c'est impossible, mais une éternelle fête, là on se gâche la vie, on gâche la relation, si on a cette attente-là. Tu veux dire que ça, les propos sont séduisants, Très. mais qu'ils sont illusoires, Oui. qu'ils sont des chimères, qui sont quelque part finalement, personne ne vit cette éternelle fête en soi. Qui a connaissance de personnes qui vivent une fête éternelle? On a plutôt affaire à des personnes qui vivent des passions instantanées, qui peuvent durer un petit peu, et puis qui, au bout d'un moment, s'effritent. Parce que justement, l'éternelle fête, en fait, il y a quand même il y a peut-être même une gueule de bois. Et il y a tout un business là, parce que quand on pense qu'on a échoué parce qu'on n'a pas assez suivi les conseils et tout ce qu'on nous raconte pour réussir le couple, pimenter la vie quotidienne et toutes ces idioties-là, j'ai envie de te lire un petit extrait de cet article-là où il y a une question qui est posée. Le romantisme est-il mort? Non. Et tout le monde en rêve. Déjà, là, il y a un appel à la norme qui est révoltant. Évident. Tout le monde en rêve. C'est une évidence, déjà, tout le monde en rêve. On va retirer les curés et tous les gens qui sont qui sont pas dans l'amour romantique. Mais aussi des gens qui vivent l'amour d'une autre façon. Absolument. Bien évidemment. Tout ce qui est du domaine de l'art romantisme, justement, on pourra en parler. Oui. Et ça continue. Qui sortent de l'amatonormativité. Exactement. Je connais peu de gens, continue l'article, hommes ou femmes, voire pas du tout, qui refuseraient un dîner en chandelle ou une balade dans Paris en plein cœur de la nuit avec une personne qui, elle, lui, il aime. Et en plus, nous, Français, sommes réputés pour ça. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Voici donc le guide. Culpabilisation. De la romantique cool. Parce qu'en plus, maintenant, il faut être cool. Il ne faut pas être lourd. Ouais. Romantique, d'accord, mais cool. Mais léger. Light, quoi. Donc, c'est impossible. Ça met vraiment dans une forme d'impossibilité totale. Donc, insatisfaction. Donc, possibilité d'avoir recours et d'acheter plein de choses. Parce que il faut comprendre comment faire. Donc, c'est la porte ouverte à pouvoir nous vendre des modes d'emploi. Et puis après, ça continue un peu sur le ton du protocole et des conseils à suivre et comment faire. Plutôt que d'essayer de chercher à l'intérieur de nous quel type de relation on a envie de construire. Ouais, c'est ça. Comment on a envie d'exprimer l'affection à l'autre. Est-ce qu'on a envie de faire passer ça par des gestes qui sont un peu codifiés, d'acheter une bague, de dessiner un cœur? Oui, peut-être, pas. Comment on peut chercher à l'intérieur de soi et s'accorder avec l'autre pour des choses qui nous sont satisfaisantes tous les deux? Donc, on a d'un côté un modèle qui est le modèle romantique, qui est arrivé au 18e, qui s'est amplifié, structuré en 19e et 20e,
qui a été largement communiqué par les médias et en particulier par l'industrie cinématographique et qui est en plus structuré par le capitalisme industriel sous la forme d'unités de consommation papa, maman, les enfants, donc amplifié par tous les films où on voit papa, maman, les enfants et véhiculent beaucoup d'enfants. Donc on a cet aspect-là des choses qui norment, qui structurent un modèle social qui en fait est basé soit sur une réussite temporaire, soit sur un échec. On doit apprendre à l'être, d'où cet article, pour apprendre à être romantique, parce qu'on ne sait pas forcément le faire, parce que c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas naturel en soi. D'être romantique, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Donc de nombreux auteurs aiment aller dans ce domaine-là. Et aiment expliquer ce qu'est finalement la norme amoureuse. Et puis ça, c'est pour le réussir, donc rêver de cet amour éternel, passionnel. La vie est une fête, et donc on peut la célébrer au quotidien, mais dans la réalité, ça n'est pas ça. On s'aperçoit finalement le matin qu'on a un peu la tête qui est pas la même que la veille. On peut se frotter les yeux, on n'est pas toujours beau et séduisant comme quand on était la veille, quand on a été se coucher. Voilà, ce qu'on appelle le tue l'amour d'ailleurs. C'est pas pour rien. Et puis après, il y a la réalité de la vie qui fait qu'on a des différences et il faut apprendre à vivre avec. C'est là qu'en général, c'est la fin de l'amour romantique. Donc, c'est là qu'on vit les choses, soit par échec, comme un échec, avec la culpabilité qui va avec, soit comme... alors, ça peut être comme un échec, mais ça peut être aussi comme une épreuve, qui fait qu'on peut aller du côté de la thérapie de couple en particulier. Oui. Ou alors, quand dans le cas d'infidélité, de marchandage interne au couple, qui va donner le pouvoir de l'un sur l'autre, soit par culpabilité, soit par obtention de gains supplémentaires dans le cadre d'un divorce, par exemple. Et d'ailleurs, ça pouvait être le cas de demande de divorce quand il y avait une faute. Et là, c'est tout le problème de ne pas questionner le système et de prendre ça de façon individuelle, comme quelque chose qu'on a raté, à deux, mais aussi chaque personne dans le couple, et d'imaginer qu'on peut repartir sur le même modèle avec quelqu'un d'autre et que ça va mieux se passer. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à venir enlever les briques de cet édifice et comprendre comment il a été construit et quel type de relation on a envie de construire, avec quelles attentes, avec quel type de contrat. Et ça n'a pas l'air romantique, justement, de parler de ces choses-là, mais c'est absolument nécessaire. Parce que si on repart dans l'idée que l'autre, il va me sauver et que moi, j'ai pas été assez séduisante, j'ai pas acheté assez de lingerie, le quotidien, il n'est pas assez enchanté, c'est pas la fête éternelle. Donc, il faut s'améliorer individuellement pour coller au système, pour rentrer dans la norme. Et en fait, notre façon de penser, c'est plus qu'il faut pouvoir aller questionner ça et créer d'autres modèles et d'autres types de contrats plus réalistes, moins illusoires, moins dans l'attente que l'autre, il vienne combler, sauver, etc. Et plus dans le partage de quelque chose de bon qui peut être spectaculaire, des paillettes, du côté de la passion pendant un moment, mais de pouvoir supporter que ce soit pas le cas tout le temps et de pouvoir aussi aller se nourrir ailleurs, dans le couple et toujours dans l'autre. Donc, pour synthétiser, l'amour romantique est un modèle simpliste, basé sur des croyances que l'on aurait tous et qui nous permettrait de nous connecter en tant qu'être amoureux à l'instant T, qui peut durer un certain temps, mais qu'en fait, dans la réalité, on est des êtres humains et donc que on arrive assez rapidement aux limites de cette croyance parce que notre réalité humaine fait que notre vie,
Elle n'est pas faite juste de dîner aux chandelles ou de balade la nuit à Paris, mais qu'elle est faite de concret, de travail, de responsabilité, d'engagement, et que vivre avec cette réalité-là, on met à mal tout de suite l'amour romantique. Donc, se dire que l'amour romantique, finalement, c'est une forme de clé, et puis on dispose de la clé et de la serrure, on va dire. On a la clé pour la serrure de l'autre, et l'autre a la clé pour notre serrure, et donc, grosso modo, c'est un modèle. Et toi, ce que tu identifies, en tout cas, ce que l'on a envie de faire dans ces podcasts, c'est de se dire, de partir vers une forme d'identification du modèle amoureux qui est en nous et qui serait celui le plus juste par rapport à nous en tant qu'individu, mais qui serait aussi celui qui permettrait d'élaborer un contrat avec l'autre en face qui lui aussi ne serait pas basé sur l'amour romantique, mais serait basé sur sa propre réalité amoureuse. Et du coup, construire une histoire amoureuse à deux en se basant sur nos réalités, tout en y mettant dans le quotidien des gestes romantiques qui peuvent pimenter ou donner de la douceur, de la tendresse et de l'affection, une émotion plus relative, très certainement. Mais des gestes qui ont un sens singulier. Qui ont un sens singulier parce qu'il y a une vraie connexion. Pour tous les deux et pour chacun dans le couple. Et pouvoir les choisir et être dans une forme de créativité par rapport à ça. Parce qu'il y a une forme de relation vraie. Et non pas une relation basée sur la reproduction d'un modèle codé. Je pense à un petit exemple qui pourrait illustrer, et je pense aussi au contrat qu'on a couché sur papier aussi à un moment donné entre nous. À la suite de tout un tas de discussions, on a fini par synthétiser ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on a envie de donner, où sont les limites, et ça serait chouette qu'on puisse le lire, peut-être tout à l'heure. Mais je voulais parler d'abord d'un exemple. Là, on est dans la cuisine de ma maison et il y a un petit cœur, un post-it avec un cœur qui est là, accroché sur le tableau de la cuisine. Et c'est un matin où je t'avais fait un post-it avec un cœur. Et il avait un seul trait, ce cœur. Et puis, quand t'es parti le matin, tu m'as laissé le même post-it, mais t'avais fait plein de traits. Et il y avait plein de cœurs dans le même. C'était un clin d'œil à notre façon de vivre les relations, les sentiments amoureux, l'amour, etc., qui peut être multiple. Hein. C'était sans mots, mais ça disait beaucoup. Le fait et en même temps, le fait que tu l'aies rendu multiple, je l'ai pas pris comme une critique de ce cœur qui était unique que j'avais fait au départ. Voilà, c'était juste un échange de gestes, créatif, pas du tout codés, créatifs. Et voilà, on n'en a jamais reparlé. La suite de ça, c'est juste que je l'ai mis en évidence, gardé et mis en évidence là dans ma cuisine et que je le regarde de temps en temps. Et voilà, donc moi aussi, on je le regarde de refuse. temps en temps quand je suis dans ta cuisine. J'allais te poser la question justement. Et on refuse pas des choses qui font partie de notre culture, mais je pense qu'on a beaucoup réfléchi, on les a en quelque sorte enlevées et remises à notre façon. On a déconstruit et reconstruit quelque chose. Parce que c'est important de dire aussi, là on est dans la phase de déconstruction, mais qu'est-ce qu'on a reconstruit nous et comment? Parce qu'on n'est pas resté dans le constat « Ah, l'amour romantique c'est nul » et donc on n'est pas en relation ou on est juste dans des relations superficielles ou sexuelles. C'est pas du tout ce qu'on a fait. Non, et puis, bon, très clairement, même si c'est un sujet polémique, on ne dit pas que l'amour romantique c'est nul. On va dire que les codes de l'amour romantique sont des codes qui sont plutôt simplistes, qui vont plutôt à l'ensemble de la population. Donc ça convient bien pour se caler rapidement et tomber amoureux et plonger dans un état amoureux qui nous fait oublier qui on est et qui est l'autre, parce qu'il y a aussi ça là-dedans. Mais que ce genre de croyances et de reproduction de croyances engendre des conséquences
négatives sur les relations humaines, sur la santé, sur l'équilibre aussi social que l'on a. Ce podcast vous a plu et vous avez envie d'aller plus loin avec nous dans une réflexion relationnelle accompagnée. Dans ce cas, vous pouvez nous écrire à encasdamour.contact@gmail.com pour un accompagnement individuel à 2 ou plus.